9 mois après ma review du Monds Geek M1, que je considérais à l'époque comme le meilleur custom 75% à moins de 150 €, eh bien j'ai l'honneur de vous présenter son descendant, le Monds Geek M1 W. Le W étant pour wireless, qui me fait très plaisir, presque autant que ce passage sponsorisé. Vous n'en avez pas marre du son strident de votre clavier gamer acheté beaucoup trop cher? Eh bien j'ai deux solutions pour vous. La première est de vous rendre sur ako.eu afin d'acheter tout ce dont vous aurez besoin pour faire votre propre clavier custom à des prix raisonnables. En plus, vous aurez une réduction de 10% avec le code CTC. L'autre solution, un petit peu plus radicale mais tout aussi agréable, c'est d'utiliser ces nouveaux IEM de Kiwi Ears. Que ce soit les quartets et leurs drivers innovants utilisant des diaphragmes de 10 mm en titanium, ou bien les quintets dotés de 5 drivers dans chaque oreille qui permettent de délivrer un son d'une qualité extrême comparable à celle de studios professionnels. Il suffit de les porter et d'un coup le son de votre clavier est amélioré. Alors, pas vraiment, en fait j'écoute juste un gars qui utilise un bon clavier, mais moi ça me suffit. Sinon, vous pouvez mettre n'importe quoi comme son, il sera forcément de très bonne qualité avec ces IEM de Kiwi Ears. Et aujourd'hui ça me fait plaisir parce que je vous montre la version ISO. Le Monds Geek M1 Wireless est déjà sorti en version ANSI il y a quelques mois, et là on a la version ISO avec la bonne grosse touche entrée qu'on aime bien, et globalement en fait, Ako ils se sont mis à sortir la plupart de leurs claviers en ISO ces derniers mois, ce qui est bien. Malheureusement, c'est toujours pas de l'ISO FR, c'est de l'ISO UK ou DE, ça veut dire que c'est encore du QWERTY, même si là ils ont un peu triché, puisque du coup on voit pas le dessus, on sait pas que c'est du QWERTY, on pourrait se dire que c'est du SRT. Non, d'après certaines de mes sources, des claviers ISO FR devraient arriver dans les mois à venir chez Ako, et j'ai aussi demandé s'il y aura des sets de keycap en AZERTY pour ne pas être obligé d'acheter un clavier entier, et malheureusement on m'a répondu que ça allait être compliqué à cause des MOQ. Et c'est une bonne occasion de vous en parler. MOQ, ça veut dire Minimum Order Quantity. En gros, quand vous voulez fabriquer quelque chose dans une usine, il vous donne des prix en fonction du nombre de produits que vous voulez, et forcément, moins vous en demandez, plus haut sera le prix. Et comme le ISO FR, donc l'AZERTY, est encore quelque chose de niche dans le custom, c'est très compliqué d'atteindre ces fameuses MOQ qui permettent d'avoir des prix intéressants et qui rendent leur fabrication rentable. Et c'est exactement pour ça que les gros buys existent. Ça permet d'être certain de la quantité de produits que vous devez fabriquer, et si la quantité est trop faible, vous ne le faites pas, parce que sinon vous n'êtes pas rentable. Donc ça permet aux personnes qui gèrent les gros buys de ne pas prendre trop de risques. Et tout ça pour dire que si des sets de touches AZERTY devaient arriver un jour chez Ako, ce serait certainement sous la forme de gros buy ou de précommande pour être sûr d'atteindre ces fameuses MOQ. Désolé d'être parti sur une tangente comme ça, mais je me suis dit que c'était la bonne occasion pour vous expliquer un peu tout ça. Revenons-en à nos moutons avec ce Monds Geek M1W ISO. À savoir que la version ISO n'est pour le moment disponible que tout assemblé en pré-build, c'est-à-dire avec les switches et les keycaps. Je trouve ça dommage et j'espère qu'on aura une version kit DIY plus tard. Si jamais vous préférez un kit, vous voulez pas de switch, pas de keycap, vous pouvez prendre le même en ANSI. C'est exactement le même, juste un layout légèrement différent. Et très honnêtement, je prendrais aussi le kit. Tout simplement parce que je suis pas très fan des keycaps de ce clavier, que ce soit l'esthétique, bon ça c'est totalement subjectif, on est d'accord, mais aussi le profil. Le profil c'est des OEM, et j'aime pas trop ça, c'est un petit peu trop haut pour moi. Bon, ça reste bien sûr des critères personnels, c'est totalement possible que vous adoriez ces keycaps parce que, attention, ils ne sont pas de mauvaise qualité. C'est du PBT Double Shot Shine Through, ça veut dire que là, vous voyez à travers ici, il y a le RGB qui va passer, et je trouve ça sympa d'avoir le RGB devant au lieu de dessus. Moi je trouve ça plus esthétique, comme ça là je trouve le set, moi personnellement je trouve pas ça ultra joli parce que j'aime pas du tout tout ce qui est gris, noir, dégradé comme ça. Mais le fait qu'il n'y ait pas les légendes dessus, ça j'aime bien. Ce qui est bien par contre avec cette version assemblée, c'est que vous avez des switches dedans, les CS Piano Pro. C'est la toute dernière version de ces switches, sachant que les CS Piano originaux sont aujourd'hui mes switches préférés. Que ce soit feeling, son, lubrification, je rappelle que je les ai toujours pas lubrifiés à la main, et je pense que je ne le ferai pas, parce qu'ils sont vraiment très bons de base. Donc la question c'est, est-ce que ces nouveaux switches CS Piano Pro sont aussi bons, voire meilleurs que les anciens ? Et pour moi, non, je les trouve même moins bons. En tout cas, ils sonnent moins bien. En termes de ressenti, c'est exactement la même chose. En même temps, ils ont rien changé, si ce n'est 3 grammes de force d'activation. Donc en fait, on s'en fiche. Par contre, la grosse nouveauté, c'est ce fameux design Dust Proof que Ako aime bien mettre un peu sur tous leurs Switch maintenant. J'avoue que moi, je m'en fiche, et je suis pas convaincu que ça ait un grand intérêt. Mais surtout, j'ai peur que ce soit ça qui ait changé légèrement le son. C'est vraiment léger, mais si on écoute l'un après l'autre, en fait, il y a une différence et ça me plaît pas trop. C'est légèrement plus aigu et j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de frottement. Ce qui, en fait, est logique, parce qu'avec ce design, il y a toute cette partie en plastique en plus qui frotte. Alors ils disent qu'ils ont ajouté du lube sur les rails,
Et pour moi, ça ne suffit pas, et j'avoue que je préférais les CS Piano non pro. Alors il y a quand même du bon là-dedans, c'est qu'ils sont environ 6 centimes moins chers par Switch, ce qui fait quand même une réduction de 20%. Malheureusement, j'aurais bien voulu qu'on garde les anciens et qu'on les mette moins chers. Après attention, même s'ils sont pour moi légèrement moins bien, ça reste de super Switch linéaires prélubrifiés. C'est les meilleurs que j'ai, après mes CS Piano originaux et mes Tropical Water V2. Donc finalement, les composants ajoutés à ce kit DIY pour en faire un pré-build, ils ne sont pas mauvais. Et en termes de prix, vous y gagnez carrément, parce que le kit, il coûte 130 €, ce à quoi on va ajouter 90 Switch CS Piano, ce qui fait 158 €. On ajoute environ 30 € de keycap, on arrive à un clavier complet aux alentours de 190 €. Et là, il est vendu 150 €. Et c'est vrai que pour 150 €, le package est intéressant. C'est un 75% entièrement en aluminium, hot swap, south facing LED, et surtout, il a la triple connexion filaire, 2,4 GHz et Bluetooth. Et c'est clairement ce qui me manquait sur le Mondsgeek M1 original, et je suis content de voir cet ajout. Et en plus, attention, à cognez pas les de main morte, puisqu'on a une batterie de 6000 mAh. Je vous dis, c'est beaucoup, hein. Ils estiment qu'il y a 25 jours d'utilisation sans RGB et 8 jours avec le RGB, en comptant une moyenne de 4 heures par jour d'utilisation, ce qui est pas mal, hein. Bon, par contre, toujours pas de recharge par induction, mais bon, je vais leur en toucher un petit mot, je vais leur envoyer ma dernière vidéo. C'est sûr que ce sera dans les prochains. Et en fait, il y a eu finalement pas mal de petites améliorations par rapport au Mondsgeek M1 d'il y a 9 mois, notamment le knob ici qui est beaucoup plus stable et qui en fait va moins avoir tendance à frotter sur le côté. Même en appuyant fort, il va pas frotter contre le métal, ce qui était un défaut du Mondsgeek M1 original, que j'avais pas noté la première fois que j'ai fait la review, parce que je me servais pas du knob plus que ça, mais j'ai vu beaucoup de reviews où les gens avaient noté ça. Donc c'est clairement une amélioration ici, on a plus de problèmes, en tout cas moi je ne l'ai pas. Est-ce qu'il sera sur d'autres unités, j'en sais rien, mais moi je ne l'ai pas, ça c'est bien. On a aussi dans le clavier un port USB-C séparé, voilà, il n'est pas directement sur le PCB, c'est une grosse amélioration qu'on retrouve d'habitude sur des claviers custom premium, en tout cas sur les derniers que j'ai review, j'ai retrouvé ça. Donc ça c'est cool. Et un dernier tout petit truc, c'est ces petites barres en métal couleur dorée qui sont mieux serrées. Et je vous avoue que c'est important, parce qu'en fait quand je démontais l'ancien Mondsgeek, en fait les petites barres elles arrêtaient pas de tomber, c'était vraiment chiant de les remettre à chaque fois. Et là, elles tiennent totalement, je peux même soulever le clavier en les tenant, donc ça fait plaisir. Et oui, évidemment, ce sont de petites améliorations. Mais le clavier de base, pour moi, était déjà très bon, donc il n'y a pas de raison de vouloir tout changer. La seule chose qui me dérange dans ce nouveau modèle, c'est qu'en passant au sans fil, forcément, on a perdu la compatibilité VIA, et on est obligé de passer par le logiciel Mondsgeek, qui est clairement moins bien. J'ai même pas pu faire mon mapping comme je le voulais parce qu'on ne peut pas modifier l'emplacement de la touche FN, qui de base, pour moi, est pas très bien placée. Ça m'empêche de l'utiliser sans bouger les mains. Et c'est vrai honnêtement que c'est un gros défaut. Maintenant, il est aussi présent sur des claviers premium à 400 € que j'ai review. C'est juste qu'en fait, un clavier sans fil est difficile à rendre compatible avec VIA. Attention, c'est faisable, hein. Melletrix l'a fait sur le Zoom, mais c'est clairement pas quelque chose de répandu. Maintenant, quels sont les autres défauts que je trouve à ce clavier et qui étaient aussi présents sur la première version? Déjà, les stabilisateurs qui sont toujours des plate mount, ce qui est vraiment dommage. Mais bon, le PCB est compatible avec des stabilisateurs à visser, donc on peut le faire si on veut. C'est juste dommage depuis le temps de ne pas en avoir de base, sachant que Akko ont leur propre stabilisateur à visser aujourd'hui. Et finalement, le vrai problème que j'ai avec ce clavier et tous les kits DIY en ce moment, c'est qu'il manque cruellement de customisation ou de personnalisation. Dans le sens où, avec ce clavier, je n'ai accès qu'à un layout, ou deux si vous comptez le ANSI. Ce que je veux dire, c'est vous ne pouvez pas mettre de step caps lock, de split space, de barre espace en 7U. En fait, on a le clavier et on ne peut pas le modifier, en dehors des modes basiques ou en mettant juste de la mousse ou autre. Et pourquoi je parle de ça aujourd'hui, et pas dans les anciennes reviews? Bien parce que depuis, le monde du custom a bien évolué, et on a aujourd'hui des customs premium qui arrivent à des prix de plus en plus proches de ces kits. On n'y est pas encore, mais un Zoom 75, c'est 180 € en gros bail. Là, on est quand même 50 € moins cher pour le kit. Donc, il y a de la marge, mais elle rétrécit de plus en plus. Et si un jour on a des claviers premium qui arrivent trop proches de ces kits petit budget, eh bien, je ne me vois pas continuer à les recommander. Et attention, quand je parle de premium, c'est pas juste une histoire de prix, hein. Je veux pas dire que c'est des claviers chers qui vont devenir pas chers. C'est plutôt des claviers qui apportent des choses en plus, par exemple au niveau de la customisation. Si vous achetez un Zoom 75, que j'ai déjà review, vous avez un choix de personnalisation énorme qui vous donne des dizaines de combinaisons différentes à l'achat. Et avec ce Mondsgeek ou n'importe quel kit DIY petit moyen budget, on n'a pas tout ça, on est limité à 2-3 couleurs, une seule plate, un seul PCB,
et un ou deux layouts, c'est tout. Je rajoute quand même, c'était pas dans le script, que au niveau des plates, le Mondsgeek M1, que ce soit le wireless ou non, il est possible d'acheter d'autres plates sur le site, mais c'est pas vraiment la même chose. C'est pas à l'achat déjà, on vous propose pas telle plate, telle plate, telle plate, c'est faut les acheter à part en rajoutant de l'argent, et c'est vraiment, bon, voilà, vous avez 3 plates supplémentaires sur un clavier. C'est bien, mais on est loin des claviers premium. Et cette différence, elle s'explique encore une fois en grande partie à cause des MOQ dont j'ai parlé plus tôt, et du fait que les claviers premium, ils profitent des gros bails, des précommandes pour rentabiliser plus facilement toutes ces personnalisations. Faut comprendre que si Akko demain ils sortent un clavier avec 4 choix de plate, 8 couleurs, et qu'en fait 90% des gens ils prennent la même plate, la même couleur, ils vont perdre de l'argent. Et c'est ce qui rend la vente de claviers custom en stock illimité vraiment difficile. Mais ce n'est pas impossible et certaines marques premium le font comme Mod. Vous pouvez customiser leur clavier et il vous sera livré dans le mois, sachant que c'est vraiment du premium qui est reconnu dans le milieu. Il y a aussi des rumeurs en ce moment d'autres entreprises qui pourraient se mettre à faire ça bientôt, ce qui veut dire que d'ici quelques années, il y aura certainement beaucoup de claviers custom premium disponibles à l'achat à tout moment, sans passer par des gros buys, des précommandes ou quoi que ce soit. Et si jamais certaines marques arrivent à combiner ça, en plus du fait de baisser les prix, comme les Zoom ou plus récemment le Cycle 7, les marques comme Akko ou Keychron vont avoir du souci à se faire. C'est pour ça qu'à mon avis, qui est celui de quelqu'un qui a clairement pas beaucoup de connaissances, je le rappelle, je pense qu'il faudrait soit essayer de rendre les claviers Akko plus premium, attention, pas juste en augmentant les prix, mais en ajoutant tout l'aspect personnalisation qu'il manque cruellement. Soit faire un 180 degrés et juste vendre des pré-builds avec un bon rapport qualité-prix. Les deux sont faisables. Mais je pense qu'aujourd'hui, un kit DIY comme ce Mondsgeek M1 ne sera plus vraiment si intéressant dans les années à venir si le custom continue dans cette direction. Mais là, bien sûr, je vous parle du futur, qui est encore complètement incertain. Je pense quand même qu'aujourd'hui, le Mondsgeek M1W, que ce soit en pré-build ou en kit, est un très bon rapport qualité-prix si vous voulez faire le premier pas dans le monde du custom. Et c'est clairement le bon moment, parce que tout est en train d'évoluer assez vite et dans le bon sens pour les acheteurs, ce qui est le principal. Je vous laisse maintenant avec les différents tests audio que j'ai réalisés avec ce clavier. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve dans la prochaine.